Un, deux, un, deux. Ouais, ça marche. On va y aller du coup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce débat intitulé de manière un peu provocatrice, évidemment, Fake News, Good News. On va parler de ce terme de post-vérité qui a été défini comme mot de l'année en 2016 par le vénérable dictionnaire d'Oxford, qui le définit de cette manière. C'est ce qui fait référence à des circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour modeler l'opinion publique que les appels à l'émotion et aux opinions personnelles. Alors c'est vrai que c'est un terme qu'on a énormément employé pendant la campagne pour le référendum sur la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni, également pendant la campagne pour la présidentielle aux États-Unis. Alors est-ce que ça veut dire qu'on aurait basculé dans une époque où les faits n'auraient plus aucune importance, à l'inverse du nerf de la vérité qui l'aurait précédé? Est-ce que les réseaux sociaux qu'on portait au nu il y a encore 8 ou 9 ans pour avoir permis à des dissidents de s'organiser sur Internet, de mobiliser, d'informer, nous auraient aujourd'hui transformés en foule totalement irrationnelle et crédule? Ça n'est pas ce que pense l'invité de cette discussion, Manuel Cervera Marzal. Donc tu es sociologue et philosophe, chercheur à l'Université d'Aix-Marseille, auteur notamment de Désobéir en démocratie en 2013, Pour un suicide des intellectuels en 2016, et cette année d'un livre intitulé, donc là encore, de manière assez provocatrice, Post-vérité, pourquoi il faut s'en réjouir, aux éditions Le Bord de l'eau. Et tu prends justement le contre-pied de ce discours très pessimiste, en affirmant que, alors il y a lieu de se réjouir non pas évidemment de la manipulation ou du complotisme, mais des possibilités ouvertes aussi par un Internet qu'on a tendance à accuser maintenant d'à peu près tous les maux de la société, et surtout que le présent n'est pas forcément si noir, et que le passé, surtout, n'est pas forcément aussi reluisant que ce que le terme de post-vérité aurait tendance à laisser entendre. Peut-être pour commencer, d'ailleurs, il faut juste préciser de quoi on parle. C'est-à-dire que post-vérité, on en parle beaucoup en 2016, mais le terme est bien antérieur. D'où il vient, qu'est-ce qu'il veut dire, et qui, d'ailleurs, a commencé à l'utiliser? Ouais. Alors, merci beaucoup Amael pour cette présentation et cette introduction. D'où vient le terme post-vérité? Je vais y venir dans un instant. Juste d'abord peut-être pour expliquer un tout petit peu au début ce qui m'a poussé à écrire ce livre, parce que c'est un essai, c'est un ouvrage qui est assez court, qui est assez engagé, qui a été rédigé assez vite et voilà, qui n'a pas de prétention scientifique particulière, mais qui se veut une réaction à l'esprit du temps et à quelque chose qui m'agaçait assez profondément dans les discours scientifiques, discours académiques, discours médiatiques, qui étaient ceux dans lesquels on baignait au lendemain donc de l'élection de Donald Trump et du Brexit en Angleterre. Au lendemain de ces deux événements de l'année 2016, beaucoup d'experts, j'utilise le terme expert au sens large, c'est-à-dire les chercheurs, les journalistes, etc., les personnes qui sont censées nous aider à décrypter l'actualité, beaucoup d'experts se sont retrouvés extrêmement dépourvus parce qu'ils n'avaient absolument pas vu venir l'élection de Trump et le Brexit. Et pour essayer d'expliquer ces deux événements, il y a une notion qui s'est révélée un petit peu être une notion fétiche, notion explique tout, qui se sont mis à utiliser. On l'a vu fleurir vraiment, il y a différentes façons de le mesurer. Il y a un outil, si vous voulez, par exemple, qui est assez intéressant, qui s'appelle Google Ngram. Alors, je fais de la publicité à Google, mais qui permet, vous rentrez un terme et vous regardez, ça analyse une base de données absolument gigantesque et vous voyez comme ça évoluer l'usage de ce terme. Et donc, post-vérité, c'est un terme qui a connu une inflation, mais absolument galopante durant l'année 2016, parce que justement, ça venait fournir une explication à ces deux victoires électorales importantes
improbable. Et l'explication, finalement, elle se résumait à deux idées. Hein. C'était, premièrement, on est rentré dans une nouvelle ère, c'est l'ère de la post-vérité, c'est-à-dire une ère dans laquelle les citoyens des démocraties libérales, européennes, américaines, occidentales, se détache de la notion de vérité. Ça, c'est le premier élément. Et donc, du coup, quelque part, se trompent, en fait, se fourvoient, vont voter contre leur propre intérêt en allant élire un Donald Trump ou en allant sortir de l'Union européenne. Ça, c'est le premier élément, donc un détachement à l'égard de la vérité. Et le deuxième élément, puisque la question qui se pose tout de suite si on s'éloigne de la vérité, c'est mais quels sont les facteurs en fait de cet éloignement vis-à-vis de la vérité. Et là, il y a une grande cause qui a été mise en avant dans un certain nombre d'éditoriaux, par exemple, de la presse nationale française, mais aussi anglaise et américaine. Et si vous voulez, là, le grand responsable ou les responsables, c'était les réseaux sociaux. Voilà, c'est les réseaux sociaux qui auraient permis que se déploient des idées, alors complotistes, conspirationnistes, populistes, extrémistes, antisémites. Enfin, vous pouvez mettre un petit peu tout ce que vous voulez derrière, mais voilà, c'était un petit peu ça l'idée. Et donc, pour en revenir à mon bouquin, moi j'ai été un petit peu chagriné, voire agacé par l'usage de ce terme. Et je me suis dit, c'était ma crainte, qu'il risquait de se passer ce qui s'était passé une décennie plus tôt avec le terme de populisme. Populisme, c'est pareil, c'est un mot aujourd'hui qui est sur toutes les langues, sous toutes les plumes d'ailleurs, qu'on retrouve très souvent associé à post-vérité. Hein. Souvent, il fonctionne un peu en tandem, populisme et post-vérité. Et le terme de populisme, en réalité, il fait écran. Il nous aide absolument pas, je pense, à comprendre les phénomènes qu'on a sous les yeux. Et pourtant, en fait, il s'est généralisé. Je pense qu'on gagnerait aujourd'hui soit à le définir d'une manière beaucoup plus précise que ce n'est fait en général, soit carrément, c'est une solution encore plus radicale, mais que certains proposent, à bannir le concept de populisme de notre langage, que ce soit scientifique et politique. Et je pense que si on avait fait le travail au début, c'est-à-dire il y a déjà 10-15 ans sur le populisme, on aurait pu comme ça limiter son usage. Sur post-vérité, c'est tout récent, c'est en train de se développer. Donc moi, j'ai voulu essayer tout de suite de lancer un premier, je sais pas comment dire, mais anticorps ou garde-fou en tout cas vis-à-vis des usages qui pouvaient être faits de ce terme. Alors la question du coup, j'y viens, que tu poses, c'est mais d'où vient ce terme? J'ai pas localisé un auteur auquel ou une autrice auquel on pourrait accorder de manière absolument certaine la paternité de ce terme, mais quand on regarde, voilà, quand on remonte, on prend un livre, on remonte les notes de bas de page et on remonte comme ça de livre en livre, ce à quoi on arrive, c'est qu'on voit les premières occurrences de ce terme émerger dans les années 80 aux États-Unis. Et alors, pas n'importe où, c'est un terme qui est utilisé dans la presse et les productions intellectuelles de ce qu'on appelle parfois, un peu rapidement, mais en même temps, ça permet de fixer les choses, le courant des néocons, des néoconservateurs. Voilà. C'est eux qui vont utiliser ce terme, les néoconservateurs américains, dans les années 80 pour, donc ils l'utilisent vraiment comme un disqualificatif, hein, et c'est pour pointer du doigt leurs adversaires politiques et intellectuels qui sont, alors la gauche, mais pas tant la gauche du Parti démocrate que plutôt une gauche, une espèce de gauche universitaire, une intelligentsia de gauche qui va s'incarner dans tous les courants des studies, donc en sciences sociales, que ce soit les science studies, les post-colonial studies, les gender studies, enfin tout un tas de courants, si vous voulez, donc bien à gauche, qui assument d'ailleurs des passerelles entre recherche scientifique, philosophique, historique, sociologique et engagement militant. Pour eux, il n'y a pas de contradiction entre les deux. C'est des gens qui s'inspirent en grande partie de la French Theory, donc de Derrida, Foucault, Deleuze, etc. Et leurs grandes idées, si vous voulez, les idées phares un petit peu qui vont avancer, c'est que, par exemple, la notion de vérité est un instrument, enfin se révèle en tout cas dans de nombreux de ses usages, un instrument d'imposition d'une autorité, que derrière ce qu'on prétend être universel, en réalité, ce qui se prétend universel, c'est une norme blanche, patriarcale, hétérocentrée, etc. Donc ces courants vont déconstruire l'idée de vérité et même ils vont aller extrêmement loin, parce que je disais les science studies, alors c'est moins connu que les gender et les post-colonial studies, mais les science studies, c'est des historiens notamment qui vont faire l'histoire des sciences
et montrer que même les vérités scientifiques, donc des vérités mathématiques, des vérités physiques, des vérités chimiques, qu'on pense être des vérités absolument irréfutables, quoi. 2 plus 2 égale 4, et si vous niez ça, et ben vous êtes dans George Orwell, et puis c'est la fin, quoi. Et ben en fait, les Science Studies vont montrer que même les vérités physiques sont en fait des choses tout à fait variables historiquement. Il y a un exemple comme ça qui est célèbre, je le cite de mémoire, alors excusez-moi si je me trompe un peu, mais il y a toute une controverse parmi les physiciens dans les années 70 sur le fait de savoir si les ondes gravitationnelles existent ou pas. Il y a la moitié des physiciens qui considèrent qu'elles existent, l'autre qu'elles n'existent pas. Donc ils savent pas comment faire parce qu'il faut qu'il y ait un consensus dans la communauté des physiciens pour travailler sur des mêmes bases. Et donc un jour, il y a un congrès international de l'association des physiciens qui se réunit, les types y votent, et puis à quelques voix près, c'est le oui qui l'emporte, les ondes gravitationnelles existent. Et donc ça, c'est cette histoire-là, cette petite histoire, mais on pourrait la décliner dans d'autres cas, elle est assez intéressante parce qu'elle montre que même une vérité aujourd'hui, en fait, ça on l'a oublié en classe préparatoire. En fac de physique, on vous apprend que les ondes gravitationnelles existent et vous pensez que c'est aussi indubitable que 2 plus 2 égale 4. Mais en fait, non, ça résulte un moment voilà, de construction, de jeu de pouvoir aussi, de choses comme ça. Donc, dans les années 70, ceux qu'on le vend en poupe en fait, et pour lesquels le rapport de force est favorable, c'est cette gauche, cette gauche post-structuraliste qui est en force aussi bien au niveau des idées dans les universités. C'est elle qui est à l'avant-garde, qui produit le plus, qui est la plus innovante aussi, la plus stimulante, la plus écoutée. Mais elle est en force pas seulement, disons, sur le plan, sur l'hégémonie, et le plan des idées, mais aussi dans les rapports de force sociaux. C'est les années 70, c'est les nouveaux mouvements sociaux, c'est le mouvement écologiste naissant, c'est la 3e vague du féminisme, c'est l'antiracisme aux États-Unis. Donc voilà, c'est cette gauche-là qui a la main. Et donc, en fait, la décennie 80, et ça a très bien été raconté par François Cusset dans son histoire de la décennie 80 en France, qu'il appelait la décennie cauchemardesque. Les années 80, c'est un peu le retour de bâton. C'est Thatcher et Reagan qui arrivent au pouvoir, et c'est au niveau des idées, la contre-offensive des réactionnaires qui vont essayer de faire taire un petit peu ces hurluberlus de disciples de Foucault et Deleuze. Et pour ça, ils vont inventer un terme, c'est celui de post-vérité, qui va permettre de dire, regardez, cette gauche relativiste, parce que c'est ça la grande idée derrière, c'est que finalement, à force de critiquer la vérité, de dire qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais des vérités, que toute vérité est subjective, etc., en fait, vous portez atteinte à l'idée même de vérité, et donc, vous nous plongez dans un imaginaire relativiste, et alors, si tout se vaut, s'il n'y a plus de hiérarchie des valeurs, etc., du coup, vous commencez à permettre aux homosexuels de se marier, puis ensuite, ils vont copuler avec des animaux. Évidemment, là, je pousse à l'extrême, je force le trait, mais voilà, c'est cette rhétorique-là qui y a derrière. Et cette histoire, moi, dans les livres là des dernières années, pour le coup, des 2-3 dernières années que j'ai lus sur la post-vérité, elle est jamais écrite. En fait, personne n'avait fait l'effort de revenir aux sources de ce terme. Et je pense quand même que voilà, savoir un petit peu d'où vient une notion quand on l'utilise, ça permet de la manier avec certaines précautions. Donc historiquement, c'est une notion qui est forgée plutôt par la droite conservatrice contre une partie effectivement de la gauche dans les années 80. Qu'est-ce que ça raconte? Pour le coup, le retour à l'inverse de ce terme, mobilisé plutôt par la gauche ou plutôt par les libéraux au sens américain du terme contre Trump ou contre le camp des Brexiters, etc. Qu'est-ce que ça raconte, le retour de ce terme dans ce contexte-là en 2016? Oui, tu as raison de le souligner, c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que ce terme, et c'est là qu'on voit aussi qu'un concept n'est jamais entièrement figé, il peut se prêter à différents usages, et un concept, disons, une famille politique, pour dire les choses rapidement, n'a jamais non plus le monopole ad vitam aeternam d'un concept, puisque ce concept de post-vérité, donc forgé par la droite américaine, aujourd'hui, au contraire, on le retrouve plutôt sous la plume des éditorialistes du Guardian, du New York Times, du Washington Post, pour expliquer que ce que fait Trump en débitant une dizaine de fake news par jour depuis qu'il a été élu, c'est l'incarnation paroxystique de la post-vérité. Donc là, il y a eu un retournement effectivement assez intéressant du terme.
Et qu'est-ce que ça nous dit? Bon, bah, ça nous dit d'abord que ceux qui parlent de post-vérité, j'ai envie de dire presque par définition, quand vous utilisez ce concept pour pointer du doigt, voilà, ceux qui ont voté pour le Brexit ou ceux qui ont voté pour Trump ou etc., ça veut dire que vous qui utilisez cette notion, vous vous considérez du côté de la vérité, en fait. Vous vous considérez comme les défenseurs de la vérité. Et là, alors c'est là que je voudrais introduire quelque chose qui va peut-être paraître un petit peu plus abstrait. J'espère que je vais pas vous perdre. Si je suis pas clair, la faute m'en revient et n'hésitez pas à me le dire à Maël. Mais il y a un point, moi, qui est intéressant, c'est que je suis revenu à un texte de la philosophe juive allemande mais qui a émigré aux États-Unis, Hannah Arendt, qui a écrit un texte magnifique dans les années 60 qui s'appelle Vérité et politique. Et elle explique quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Elle dit la politique, c'est toujours un conflit. Ça, c'est voilà, il y a de la politique, en tout cas de la politique en démocratie, c'est quand il y a du conflit, quand il y a de la discussion, du débat, du jeu, voilà. Et elle dit mais le point vraiment important, c'est que l'enjeu du conflit politique, c'est pas une question de vérité ou mensonge. C'est pas d'un côté il y a ceux qui diraient la vérité ou d'un autre côté il y a ceux qui mentiraient. Non, la politique, c'est un conflit entre ceux qui se battent pour la liberté et ceux qui se battent pour maintenir des situations d'oppression, de servitude. Elle dit. Et en fait, les deux camps, en fait, que vous soyez voilà du côté du maintien du statu quo et de son cortège de souffrance, d'oppression, d'exploitation, etc., ou que vous soyez du côté de l'émancipation des femmes, des travailleurs, des noirs, etc., ce que vous voulez. En fait, les deux, mais ça peut être 3, 4, 5, les deux parties en présence font usage à certains moments du mensonge. Et le mensonge, et là, Hannah Arendt a une posture, alors je ne vais pas dire machiavélique parce que c'est machiavélique, ça laisse penser que Machiavel est quelqu'un d'extrêmement cynique, ce qui n'est pas le cas, mais c'est là que Arendt a une pensée machiavélienne, à savoir que voilà, le mensonge fait partie de la panoplie normale et en fait du coup légitime des moyens dont on dispose quand on fait de la politique. Et Hannah Arendt prend un exemple, elle dit mais d'ailleurs très souvent quand vous faites de la politique, il faut regarder que quand vous mentez, alors bon, les moralistes vont s'empresser de vous dire ah il a menti, c'est pas bien, etc. Mais justement ils confondent la morale et la politique qui sont deux registres d'activité humaine que Arendt et Machiavel tiennent à dissocier assez nettement. Et donc Hannah Arendt dit quand en politique quelqu'un ment, bien souvent, alors évidemment c'est pas systématiquement le cas, mais bien souvent un mensonge en politique va être utilisé pour éviter de recourir à des moyens encore plus mortifères et notamment la violence. Voilà, un petit mensonge en fait parfois permet d'éviter un mensonge encore plus gros, voire tout simplement la violence. Donc ça c'est quelque chose qu'elle dit en parlant des affaires politiques, mais je pense que ça vaut aussi dans les rapports interpersonnels qu'on peut avoir les uns avec les autres. Voilà, il peut y avoir, moi j'y ai retrouvé un écho, il peut y avoir, on a tous connu ce genre de situation où voilà, on va cacher une petite vérité à quelqu'un, mais c'est parce que si on l'a lui avoué quelque part, ça risquerait d'entraîner des conséquences encore plus néfastes pour tout le monde, pour lui comme pour nous, comme pour les tiers. Donc voilà, il y a vraiment cette idée, je pense, à laquelle je tiens particulièrement, que la politique n'est pas enfin, on s'engage pas en politique pour défendre la vérité. En fait, on s'y engage par quête de liberté plutôt. Et c'est deux choses assez différentes. Alors, ce qui est toujours compliqué dans ce débat, et c'est d'ailleurs probablement moi ce qui me gêne beaucoup avec ce terme de post-vérité, c'est que ça sous-entendrait qu'avant c'était la vérité, et on a des cas suffisamment documentés, y compris d'ailleurs de mensonges d'État. Enfin, il suffit de reprendre les armes de destruction massive en Irak, ou un certain nombre de secrets d'État en France, je sais pas, le Rainbow Warrior, bref. Donc on voit bien qu'effectivement le terme de post-vérité reviendrait à idéaliser une espèce de passé qui tout à coup serait devenu vertueux. Et je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a derrière ça une forme aussi de panique de ceux qui étaient les détenteurs de la parole légitime avant la massification de l'expression sur Internet et le web, à ce qu'on appelle traditionnellement les gatekeepers, ceux qui sont les médiateurs de l'information, les institutions, les politiques, les médias. Donc pour moi, il y a ça effectivement dedans. Et pour autant, on a l'impression que ce soit dans la campagne Trump ou dans la campagne du Brexit, effectivement, il y a un travestissement des faits qui est réellement systématique. Il y a y compris, on n'est pas dans du petit mensonge. On peut être parfois dans du gros mensonge, en tout cas on va dire dans un
rapport avec la réalité qui devient quand même assez distant. On sent bien qu'effectivement le modèle économique des réseaux sociaux tels qu'ils existent, que ce soit ou des médias sociaux au sens large, Facebook, Twitter, YouTube, pour le coup c'était tout l'objet du débat qu'on a eu tout à l'heure, mais encourage le spectateur ou l'utilisateur à passer le plus de temps possible sur la plateforme, à être on va, entre guillemets, de plus en plus engagé. Et on voit bien aussi que du coup, ça encourage un type de contenu qui va aller très vite sur l'émotionnel pour aller vite. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait un peu de tout ça? Parce que on a quand même le sentiment aujourd'hui que l'usage du mensonge, alors est-ce qu'il est plus systématique ou est-ce qu'on le voit plus? Enfin, moi, ça me semble effectivement assez compliqué tout ça, quoi, et très multifactoriel. Ouais, merci. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis là, donc je saisis un petit peu comme ça au vol quelques idées, mais juste moi voilà, l'idée générale c'est de dire attention, vraiment prenons. En fait, moi-même, j'utiliserai pas le terme de post-vérité parce que je pense que voilà, qui nous induit vraiment en erreur. Mais si on l'utilise, prenons des pincettes. Et en fait, effectivement, quand on voit le cas de Trump, on se dit quand même, il y a quelque chose de nouveau là. Et donc, on est en partie fondé à chercher aussi des nouveaux concepts pour désigner cette chose-là. Et ça, effectivement, je suis d'accord avec ce point-là. Qu'est-ce qui est nouveau? Je pense qu'à nouveau, hein, on peut revenir à Hannah Arendt, qui est moi, en tout cas, une philosophe qui m'a beaucoup aidé à penser. Elle dit, en fait, il y a pas, on n'est pas face à une alternative entre d'un côté un monde qui serait indexé sur la vérité, donc c'est-à-dire où les gouvernants seraient honnêtes et les gouvernés jugeraient leurs gouvernants en fonction de critères rationnels et objectifs, et de l'autre côté un monde dans lequel on serait dans le mensonge, la manipulation, etc. Elle dit il y a une troisième possibilité et c'est ça qui fait le propre pour elle des régimes totalitaires et quelque part qui pourrait aider à comprendre ce qui se passe avec Trump. C'est que en fait elle dit quand on est dans un monde gouverné par le mensonge, quelque part, c'est pas si grave que ça parce que on reste attaché de manière indirecte, hein, c'est ça qui est important, mais on reste attaché à l'idée de vérité. Pourquoi? Parce que pour mentir, il faut, je veux dire, celui qui ment, il connaît forcément la vérité. Simplement, il est en train de la cacher à son destinataire parce que voilà, pour X ou Y raison, mais il la connaît, elle est là la vérité, elle est toujours au moins dans son fort intérieur et peut-être qu'il va la partager avec ses alliés, mais pas avec ses adversaires. Mais la vérité, elle est toujours là. Pour mentir, par définition, il faut savoir ce qu'est la vérité. Or, le monde totalitaire, explique Arendt, et il me semble que c'est peut-être en partie aussi l'univers dans lequel évolue Donald Trump, c'est pas un univers du mensonge, c'est pire que ça, c'est que Donald Trump, à beaucoup de moments, on a le sentiment que la distinction même entre ce qui est vrai et ce qui est faux a disparu en fait. Il y a même plus de souci de savoir si c'est vrai ou faux. L'expression, je sais plus, j'avais retrouvé un article là-dessus, l'expression la plus employée par Donald Trump quand des journalistes l'interviewent et lui objectent en lui montrant soit des faits qui démentent ses propos, soit en démontrant des contradictions dans son raisonnement, il répond « Who cares? Who cares ?» Qui s'en préoccupe quoi. Et c'est ça, il essaye même pas en fait d'argumenter sur une base rationnelle. Donc on est au-delà en fait. C'est ça l'idée. C'est quelque part peut-être qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est au niveau de la Maison Blanche, peut-être dans d'autres espaces aussi, mais on est au-delà finalement du rapport entre, du partage entre vérité et mensonge. On est dans ce que certains appellent le bullshit, le baratin, voilà, vraiment la dilution du vrai et du faux. Et juste, il y a un autre point que tu as mentionné qui m'était particulièrement cher, c'est que je pense, qui utilise cette notion de vérité? Absolument pas tout le monde. En fait, je pense que c'est un terme très marqué, c'est un terme de classe, quoi. Enfin, je veux dire de classe quasiment au sens marxiste du terme, quoi. C'est une classe sociale en particulier qui utilise ce terme de manière quasi exclusive. Cette classe, en fait, oui, c'est celles et ceux qui ont le monopole de la parole publique, donc c'est-à-dire les professionnels de l'information, les journalistes, les experts, les universitaires,
universitaires. Enfin voilà, c'est eux en fait qui parlent de post-vérité en organisant des colloques, en organisant des séminaires. Enfin, je m'inclus dedans, hein, je participe à ce genre d'activité en écrivant des éditos. Je reviens beaucoup aux éditos, mais parce que vraiment c'est hallucinant quand on regarde le nombre d'éditos du Monde, du Guardian et du New York Times qui utilisent ce terme. C'est là qu'en fait la proportion du mot post-vérité est la plus élevée. Moi, j'ai jamais, dans ma famille, ils sont pas universitaires. Mes étudiants, enfin, je veux dire, ces gens-là, mes étudiants et ma famille et mes amis, j'ai jamais entendu personne utiliser le terme de post-vérité. Et quand je leur ai annoncé que tout fièrement, je venais de sortir il y a 3 mois un livre sur la post-vérité, ils m'ont tous regardé avec des grands yeux sur la quoi. Ils avaient jamais entendu parler de ce terme, en fait. Donc, je pense qu'on en est au début, en fait, avec ce mot-là. Hein. Il n'a pas encore acquis le succès que par exemple, le terme de populisme a acquis. Donc, c'est pour ça que aussi, je pense qu'il est encore temps d'essayer d'endiguer son inflation. Mais donc, juste pour revenir à ça, voilà, ceux qui utilisent le concept de post-vérité pour dire on entre dans un monde où finalement on se détache de la vérité, c'est effectivement ceux qui jusque-là avaient l'autorité pour dire ce qui était vrai et qui sentent bien à cause des réseaux sociaux eh bien aujourd'hui la parole publique se démocratise en fait, que le numérique au sens ce qui se passe sur Internet, a permis un élargissement numérique au sens du plus grand nombre de la parole. Et là, bah oui, il y a un raidissement presque corporatiste, de certains qui se disent mince, mais moi j'ai des diplômes, moi je sors d'une école de journalisme, moi je suis professeur en chaire, et maintenant aujourd'hui désormais je peux me faire directement alpaguer et interpeller sur Twitter par le premier venu qui sort de nulle part et qui se remet au nom de quel titre est-ce qu'il s'autorise à remettre en cause ma parole. Voilà, c'est un peu ça et donc effectivement là il y a une sorte de panique je pense chez certains. Alors, je ne vais pas du tout le nier, hein, parce que ça serait quand même d'une mauvaise foi totale. Ceci étant, alors moi, il y a un truc qui m'interroge. Là, je pense un peu tout haut. Mais on est effectivement dans une situation où il n'y a plus entre guillemets, de monopole d'énonciation de la vérité ou de monopole de la parole légitime, précisément parce que tout le monde a droit à la parole, pour le meilleur et pour le pire, d'une certaine façon. Mais on voit bien émerger en même temps des formes de se construire justement dans les publics de manière générale, mais finalement un besoin de rapport à la vérité. Moi, je vais citer 2 exemples, parce qu'il m'interroge beaucoup. Il se trouve qu'à Libération, on a un service qui s'appelle Check News, qui répond aux questions des internautes. Il a été conçu comme ça. Bon, il se trouve qu'il y a effectivement énormément de questions et qu'on demande régulièrement à mes collègues de répondre à des choses aussi diverses que y a-t-il eu une attaque de gilets jaunes à la Pitié-Salpêtrière? La réponse est non, hein, comme on l'a vu, mais en l'occurrence, c'était la version donnée initialement par le ministère de l'Intérieur, ou des tas d'autres sujets comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que précisément le fact-checking avec les limites qu'il peut avoir est aussi une forme de réponse à un besoin d'établissement des faits. Et alors, autre exemple qui me semble très intéressant, on a beaucoup parlé pendant le mouvement des Gilets jaunes, des groupes Facebook en disant ce sont des nids à fausses informations, etc. Circule énormément de contenu, de désinfos et tout ça. Et il y a un épisode qui me semble très signifiant, c'est, je sais plus dans quelle manifestation, rumeur de la mort d'une manifestante belge suite à un tir de flashball. Le premier média qui infirme cette version en disant non, ça n'est pas le cas, et en s'étant renseigné notamment auprès de Street Medics, etc., n'est pas du tout un média classique, c'est un média organique des Gilets jaunes qui fait ce travail-là de l'intérieur, et on sent que là aussi il y a une manière d'établir effectivement un rapport à la vérification qui me semble, moi, relever d'une certaine manière, au fond, d'un besoin de vérité des faits. Peut-être en réalité plus fort aujourd'hui que ça pouvait être le cas avant, où d'une certaine manière, il y avait des énonciateurs de la vérité, et qu'à partir du moment où c'est devenu beaucoup plus compliqué, il faut retrouver des formes d'établissement d'une forme de vérité.
Non, mais alors tant mieux. Enfin, si toi, en tant que journaliste, enfin, si vous, au niveau de votre rédaction, vous sentez une demande en fait pour du fact-checking et ce genre de choses, moi, tant mieux. Je m'en réjouis. En fait, je préfère que les gens soient dans un désir de vérité plutôt que dans un désir de mensonge. Et d'ailleurs, je fais aussi. Alors, c'est peut-être, on peut considérer que je pinaille, mais dans le livre, je fais une distinction aussi qui m'est importante entre désirer la vérité et détenir la vérité. En fait, désirer la vérité, dans une quête de vérité, je pense que ça fait partie fondamentalement de l'éthos démocratique et de ce qui fait un citoyen. Mais c'est différent, c'est une chose de désirer aller vers la vérité et c'en est une autre de prétendre détenir la vérité. Parce qu'à partir du moment où vous prétendez la détenir, il y a tout de suite en fait cette tentation d'imposer cette vérité. Si vous avez la vérité, voilà, quelque part, la vérité ne souffre aucune contradiction. Et donc ça, c'est aussi une idée qu'il y a chez Hannah Arendt, mais je vais varier un petit peu mes références chez un juriste allemand comme Hans Kelsen qui explique quand vous prétendez détenir la vérité, vous mettez le doigt dans l'engrenage qui vous conduit in fine vers des régimes de type autoritaire. Voilà, il explique qu'il y a une homologie entre la vérité d'un côté et des régimes autoritaires de l'autre. D'ailleurs, ça se voit quand, si la vérité existe et qu'elle est une révélation divine, logiquement, vous mettez en place un régime théocratique. Si la vérité existe et qu'elle est détenue par un philosophe roi qui sort de la caverne de type Platon, logiquement, vous mettez en place un régime monarchique où un seul a le pouvoir. Voilà. Donc, si la vérité est détenue par des experts, eh bien, vous mettez en place un régime technocratique où on fait voter comme ça pour la forme, mais où au final, ce sont les technocrates qui dirigent. À chaque fois que vous vous indexez sur la vérité, vous finissez avec des régimes, alors différentes variantes, mais autoritaires. En revanche, quand vous indexez, j'en reviens à mon histoire de liberté, sur la liberté, vous avez plus de chances d'aller mettre en place des régimes démocratiques. Donc ça, voilà, ça c'est un point, je revenais là-dessus. Sur le fact-checking, je trouve ça, voilà, je fais des petites piques quand même dans le livre sur le fact-checking pour plusieurs raisons. Bon, le fact-checking, en quoi ça consiste, hein, juste, je pense que vous avez tous vu ça dans votre journal, puisque maintenant toute la presse quotidienne nationale fait ça à son service de fact-checking. Donc voilà, le Décodex, le Check News chez Libé, chacun a ça, quoi. Le fact-checking, c'est on prend une affirmation d'un responsable politique, on prend une information qui circule sur Internet, on prend un chiffre avancé par quelqu'un et en fait, on va le soumettre à vérification factuelle. Et de manière un peu ironique, moi, je soulignais que c'était... moi, je croyais que depuis que la profession de journaliste existait, c'était ça, le métier de journaliste, c'était de vérifier factuellement les informations qui circulent dans l'espace public. Donc, je me suis un petit peu étonné qu'en 2015 ou 2016, les journalistes se mettent à faire du fact-checking, alors que je pensais que quand j'ai acheté mon journal en 2013, et en fait même en 1950, ils étaient déjà payés pour ça. Bon, voilà. Ça, c'était pour la blague. Mais plus profondément, je suis pas contre le fact-checking. En fait, si ça répond à un désir de vos lectorats et de la société, tant mieux. Je pense même que c'est nécessaire en fait de faire ça. Et dans bien des cas, enfin, je veux dire, moi, le dernier exemple qui me passe en tête, c'est je suis désolé, ça devient un peu politique, mais c'est Christophe Castaner et l'attaque de la pitié salpêtrière qui devient une intrusion violente. Puis finalement, mais heureusement qu'il y avait des fact-checkers pour déconstruire cette fake news, comme on dit. Donc je suis pour le fact-checking, mais ce que je dis, c'est que c'est nécessaire, mais pas suffisant. Pourquoi ? Je pense que alors peut-être que tu pourras me démentir en fait. Là, je suis dans les suppositions, mais quand même. Quand on lit Samuel Laurent, par exemple, du Monde, qui a mis en place le Décodex, il explique un peu ça. Les chefs de rubriques de services qui, dans les grands quotidiens, ont mis en place des services de fact-checking, ils ont quand même pas mal expliqué. Alors c'est quand même plutôt, je sais pas si Le Figaro a un service de fact-checking, j'en suis pas sûr. C'est quand même plutôt la presse progressiste qui a mis en place du fact-checking. Et il y a quand même l'idée derrière que grâce au fact-checking, on va
on va entraver l'avancée des populistes, de l'international des populistes, de Marine Le Pen à Donald Trump, en passant par Steve Bannon. Il y a un peu cette idée-là quand même que on va, parce que c'est eux en fait qui sont vus comme les principaux pourvoyeurs d'alternative fact ou de fake news, et donc il y a l'idée qu'on va voilà leur opposer du fact-checking, et je pense que c'est une stratégie en fait qui est inefficace pour deux raisons. La première raison, c'est que le temps que le New York Times aille fact-checker et du coup débunker, enfin déconstruire le premier tweet du matin de Donald Trump, il a publié 3 nouvelles fake news dans la journée. Donc en fait, il va plus vite. C'est le chat et la souris. Il a toujours 3 temps d'avance. Il en débite 3 fois plus. Et en plus, Donald Trump, avec ses je sais plus combien de dizaines de millions d'abonnés Twitter, il touche comme ça directement, il touche une trentaine de millions de personnes avec sa fake news. Mais ensuite, la page 24 du fact-checking du New York Times, elle va toucher seulement 10% de ces gens-là. Donc on a un temps de retard et en plus on touche pas toutes les personnes. Il y a un effet, enfin voilà, je pense que c'est inefficace. Mais il y a une raison encore plus profonde qui me fait dire que le fact-checking ne suffira pas à faire reculer Donald Trump, et là je m'avance un peu aussi, mais c'est que je pense que fondamentalement, ce qui fait le succès du Rassemblement national, de Donald Trump et de tous les autres, c'est moins, c'est peut-être un peu ça, mais c'est moins d'inventer des faits et de diffuser des faits erronés sur le pacte de Marrakech, sur je ne sais pas quoi. C'est moins ça que le fait de proposer en l'occurrence, en général, plutôt aux petits blancs déclassés ou en menace de déclassement, parce que grosso modo, c'est ça, leur électorat. Il y a des variations, mais dans les différents pays, c'est quand même souvent ça qu'on retrouve. C'est de leur proposer un récit, en fait, enfin un récit, mais au sens extrêmement fort du terme, quoi, un grand récit, un imaginaire en fait qui parle à leurs affects les plus profonds, à leurs aspirations les plus profondes. Donald Trump, c'est pas parce qu'il a inventé quelques bobards qu'il a récolté toutes ses voix, c'est parce qu'il a dit aux petits blancs américains, écoutez, vous êtes le dindon de la farce, ça fait des décennies que vous vous faites entuber par les mondialistes néolibéraux qui sont pour l'ouverture du capital, et les mondialistes de gauche, les démocrates qui sont pour l'ouverture des frontières, et en fait les mondialistes de gauche et les mondialistes de droite sont des alliés, c'est les élites qui sont contre vous, et moi je suis vraiment celui qui va redonner, vous permettre de recouvrer votre fierté, votre dignité. Et là en fait Donald Trump il parle pas de faits, enfin il n'est pas sur des arguments, il est sur de l'affect, sur du récit au sens le plus charnel du terme, et je crois que si on veut arrêter ce rouleau compresseur qui s'est emparé aujourd'hui d'un nombre de pays absolument invraisemblable, enfin voilà, on parlait du Brésil à l'instant, il faut non seulement faire du fact-checking, mais il faut aussi, et ça c'est une tâche, enfin je suis bien mignon de le dire, mais tout reste à faire une fois que je l'aurai dit, mais il faut aussi que toutes celles et ceux dont c'est le métier, c'est-à-dire, je pense globalement en fait les professions intellectuelles au sens extrêmement large, et là dans la culture, les intermittents du spectacle, la presse, l'édition, l'enseignement, enfin tout quoi, enfin il faut que toutes les professions intellectuelles, en tout cas si c'est de ce côté-là que leur désir et leur envie et leurs convictions politiques les portent, il faut que toutes ces professions intellectuelles essayent, et on part de très très loin, de reconstruire un récit alternatif et désirable et utopique aussi à proposer à l'ensemble de la société. Alors ça, pour le coup, je pense qu'on va être d'accord. Juste une dernière question, et puis après, je laisserai la parole à ceux qui nous écoutent depuis tout à l'heure. Alors d'abord, je pense que sur le fact-checking, je pense que même les fondateurs de ces services-là n'ont pas la prétention à eux seuls, absolument pas, de faire barrage à la montée des populismes de droite, si je vais aller très vite. Tout simplement parce que c'est une des dimensions de l'activité journalistique, c'est absolument pas la seule. Et puis on sait par ailleurs que c'est pas parce qu'on débunk un propos faux et ouvertement faux tenu par un responsable politique qu'on va convaincre les gens qui le soutiennent de ne plus le soutenir. On sait que c'est infiniment plus complexe, que ça revient souvent à vider le tonneau des Danaïdes. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a
on est tous, je pense, dans la profession, enfin un certain nombre en tout cas, convaincus qu'à la fois c'est nécessaire, mais que c'est absolument pas suffisant. Et par ailleurs, je suis évidemment parfaitement d'accord avec ce que tu disais sur la fin, et ce qui est d'ailleurs une des questions qu'on a abordées tout à l'heure, sur la nécessité de reconstruire un imaginaire, de reconstruire des utopies, effectivement, pour faire pièce à ces récits-là anti-progressistes qui mobilisent énormément. Juste peut-être pour finir, en fait, moi j'ai le sentiment qu'avec Internet et avec le web, on a la mise en visibilité de systèmes de valeurs et justement de récits concurrents qui n'étaient pas forcément visibles avant parce que précisément il y avait ce filtre des gatekeepers que sont les médias, les institutions, etc. Et des discours qui étaient tenus dans les marges, tout à coup accèdent à un nouveau public, pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets. C'est-à-dire que ça va être, au moment de l'adoption, au moment du débat sur la Constitution européenne, par exemple, c'est comme ça aussi qu'on a entendu un nom de gauche qui, pour le coup, n'était pas franchement présent dans les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, et sans le web, on ne l'aurait pas vu. Mais c'est aussi ce qui fait aujourd'hui la possibilité pour les complotistes ou les types comme Bannon, qui assument clairement d'être sur le terrain du combat culturel et de vouloir gagner le combat culturel. C'est aussi ce qui permet à ces gens-là d'être très visibles, y compris d'ailleurs parce qu'ils s'appuient sur des modèles économiques de captation de l'attention qui leur permettent aussi tout à coup d'avoir un public infiniment plus large. Donc on voit bien que c'est compliqué. Comment on fait pour... c'est une question qui est complexe pour le coup, ouais. Et c'est pas un cadeau de la poser à la fin, mais comment on fait pour faire démocratie à partir de ça? Parce qu'on sent bien aussi à quel point, ça vient appuyer sur des lignes de fracture. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça finalement? Oui, non, mais c'est une belle question. Je vais pas savoir y répondre. Mais non, d'abord, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça, c'était vraiment, tu l'as dit de plusieurs façons, mais Internet, en démocratisant, en élargissant la possibilité de prise de parole, ça a fourni le meilleur comme le pire. Et vraiment, j'insiste beaucoup sur le meilleur, au risque, moi, de tordre le bâton dans l'autre sens et de trop mettre en avant les belles choses Wikipédia, des médias comme Reporter, comme Mediapart, comme beaucoup d'autres. Ça, c'est des blogs aussi, beaucoup de blogs, des échanges de qualité aussi. Je veux dire, des échanges parfois, effectivement, il y a les trolls, il y a les échanges extrêmement caricaturaux auxquels on a tous assisté, mais parfois, moi, je vois des joutes intellectuelles, mais même sur Twitter, qui est mutilant pour la pensée avec ses 140 ou ses 280 signes. Même sur Twitter, je vois parfois des joutes d'une qualité surprenante. Donc j'ai beaucoup appuyé là-dessus, mais parce que en fait, quand on regarde quand même le discours le plus en vogue, c'est quand même plutôt de souligner les mauvais côtés, de souligner égalité et réconciliation, qui alors maintenant ça va moins bien, mais qui était devenu l'un des 10 sites français les plus consultés. C'est quand même là-dessus aussi, parce que cette extrême droite antisémite, complotiste et tout, qui était absolument banni des médias, et tant mieux. Moi, je veux dire, j'avais aucun problème à ce que ni les médias privés ni les médias publics n'invitent Alain Soral, mais Alain Soral, il a trouvé une audience grâce au net, en fait. Il était boycotté des médias, il a trouvé une audience grâce au net. Donc ça permet le bon comme le moins bon, quoi. Et d'ailleurs, là-dessus, je remarque que en fait, la gauche, disons la gauche culturelle, pas la gauche des partis, mais avait un temps de retard en fait là-dessus. Les premiers à cette, il y a d'ailleurs deux de tes collègues, Dominique Albertini a écrit un livre sur la fachosphère, qui a montré, voilà, c'est eux, il y a déjà 10-15 ans qui se sont emparés de ça. Et ensuite, avec 5-6 ans de retard, mais heureusement qu'ils l'ont fait, des youtubeurs, disons de gauche, quoi. Je veux dire, là il y en a plein, quoi. Mais voilà, Osons causer, Usul et plein d'autres, quoi. Ils ont fait des petits ensuite. Ont investi en fait ce type de format, de contenu, et ont fait contre-feu en fait, et ont réussi à être finalement les youtubeurs les plus suivis de l'année au moment de Nuit debout et de ce genre de choses. Donc voilà, je pense qu'il faut investir ce terrain-là pour ne pas laisser à l'extrême droite, sous toutes ses variantes, parce que l'extrême droite c'est les extrêmes droites, pour ne pas leur laisser le monopole de ce terrain-là. Mais juste pour finir, parce qu'il y a une tentation
de la part aujourd'hui du pouvoir, hein, de l'extrême centre, de réguler, mais en fait même de contrôler en partie ce qui se passe sur Internet avec des projets de loi anti-fake news. Et moi, je pense que ça, voilà, c'est pas la bonne solution en fait. Enfin, c'est pas. Là, on arrive sur un débat, on ouvre une autre question qui est celle de la liberté d'expression. Mais voilà, je pense que c'est pas en empêchant a priori ou en sanctionnant a posteriori la diffusion de fake news qu'on doit penser la contre-offensive vis-à-vis de ces pensées-là. Voilà. Enfin, mais bon, là, je développe pas. On en discutera peut-être si vous voulez. Merci beaucoup en tout cas. Il nous reste encore quelques minutes, une dizaine de minutes pour des questions. N'hésitez pas à nous demander le micro. Ou des contestations aussi. Ah, là-bas. C'est bon, il y a un micro qui arrive. À votre avis, quelle serait une bonne technique pour contrer justement les fake news et on va dire le manque de précision quand les faits sont énoncés, surtout par des hommes politiques, des hommes ou des femmes politiques. Je pense en particulier à des débats télévisés, par exemple, où il n'y a pas ce temps de latence qui permet à quelqu'un de faire des recherches sur des chiffres, sur des ordres de grandeur, on va dire, quand on parle de faits, et qui empêche justement d'avoir un débat qui repose sur du concret. Par exemple, un débat présidentiel et une personne va dire 3000 quand on parle de 3 millions, ou le contraire. Est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir, dans ce genre de cas, un délai qui permettrait à de l'éditorial, à des journalistes, de montrer que non, ces faits-là n'existent pas. Il n'y a pas ces chiffres-là sont faux. Une manière de corriger à la volée en même temps que les informations sont diffusées. Parce qu'un des gros problèmes de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est si une personne dit quelque chose de faux, si une personne corrige ce fait, ce post, si une personne la corrige, elle va être noyée dans tout le reste des commentaires. Il n'y a aucun moyen de corriger à partir du moment où la chose est sortie. En fait, il n'y a aucun moyen de corriger. Comment est-ce qu'on peut empêcher ce genre de choses fausses de sortir et d'être perçues par les auditeurs, parce que ça se fait déjà le lendemain. Enfin, je veux dire, ça se fait il y a le débat le soir, ça se fait dans la nuit et le lendemain. Mais vous, c'est sur le moment, c'est ça votre. Moi, ce serait sur le moment. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça sur le moment? Et en fait, moi, je suis pas sûr que j'aimerais qu'on le fasse sur le moment. En fait, je dis pas que c'est pas grave que dans un débat d'une envergure et d'un enjeu comme un débat du second tour de la présidentielle, l'un des candidats ou des candidates balance des faits qui sont faux. Je dis pas que c'est pas grave, mais j'invite quand même à dédramatiser ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est un petit élément dans 2, parfois 3 heures de débat. Je pense aussi que c'est bien que certains journalistes fassent ce travail. Et à nouveau, je dis pas ça de manière rhétorique, c'est nécessaire et c'est bien qu'ils le fassent et je les en remercie. Mais je suis pas non plus pour que les journalistes sur le moment présent, parce que bon, je sais pas comment ils feraient, mais imaginons qu'ils en aient les moyens techniques et humains. Je suis pas non plus pour que sur le moment présent, quand une telle ou un tel annonce 3000 au lieu de 3 millions, il y a une pastille rouge ou une pastille orange qui s'allume sur notre écran et qui nous disent attention, là il est mort, là on sait pas trop et tout. Parce que je pense aussi que c'est aux citoyens en fait et à la citoyenne de faire son travail, quoi, d'aller lui aussi vérifier, d'aller lui aussi chercher. On ne doit pas non plus nous prémâcher, je pense, l'entièreté du voilà. Mais les gens ne font pas ce travail-là. Je veux bien compléter du coup parce qu'en plus, pour le coup, voilà, ça renvoie. Alors en plus, ça renvoie à un débat qui a eu lieu là pendant les européennes, parce que je crois qu'il y a une tête de liste
LREM, qui a proposé d'imposer aux chaînes de services publics, par exemple, typiquement de faire du fact-checking en temps réel pendant les débats politiques. Bon, alors ce qui est par ailleurs, bon, ce qui est un peu problématique, c'est qu'elle parle de l'imposer, donc il a fallu lui expliquer qu'on n'était plus au temps de l'ORTF, bon déjà, et que par ailleurs c'est venu d'une tête de liste d'un camp politique, bon La République en marche, qui racontent aussi des cracks assez régulièrement. Enfin, je veux dire, tout le monde en raconte, mais eux, pas moins que les autres. Et enfin, voilà, franchement, ils sont pas les derniers, donc ça fait un peu doucement rigoler. Mais plus sérieusement, en fait, c'est très compliqué parce que moi, je me souviens notamment d'avoir eu cette expérience. Je pense que c'était à l'élection présidentielle de 2012. J'avais regardé un débat de finalistes en ayant Twitter ouvert. Bon. Et alors là, c'était hyper intéressant parce que je voyais bien qu'à chaque fois qu'un des deux candidats racontait une boulette, le debunking arrivait dans mon fil Twitter quasi, alors pour le coup, quasi en temps réel ou genre 3 minutes après, parce que je suis plein de journalistes et qu'en général, il y en avait toujours un qui disait mais ce chiffre est bidon, etc. Il y a peut-être des choses à penser de cet ordre-là, mais en même temps, là où c'est compliqué, c'est que d'une certaine manière, il ne faut pas non plus imaginer qu'une solution d'ordre technique va venir résoudre un problème d'ordre politique et qui se pose en général en termes de conflit de légitimité. Il peut arriver aussi que sur un plateau télé, un candidat dise une connerie, que le candidat d'en face le démente, bah non, ce que vous dites c'est faux, ou que le journaliste ait bien ses fiches à jour et soit en capacité de réagir en disant bah non, votre chiffre est faux. Mais je veux dire, personne n'est parfait, donc il y aura toujours des trous dans la raquette. Il y a peut-être des choses à imaginer, mais là, effectivement, là où je resterai prudente, c'est que il faut pas imaginer que ça suffira en soi, enfin qu'une solution technique de ce type réglera le problème. Et il y aura toujours probablement un temps de latence, et il y aura toujours probablement par ailleurs une place pour certaines formes de mensonges. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Soyez pas timide. Non? Bon, ceci dit, on m'a dit de rendre l'antenne à 17h10. Comme il est 17h08, on va considérer qu'on est pile dans les clous. N'hésitez surtout pas à discuter avec Manuel. Je sais que tu pars bientôt, mais tu vas peut-être au moins prendre un coca. Ah si! Ah bah voilà. Oui, moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit lors du précédent débat également. J'ai trouvé que c'était d'excellente qualité. Et j'ai admiré votre lucidité de journaliste de Libération. Je ne pensais pas que Libération était aussi lucide sur la relativité de ce genre dans ce genre de sujet. Mais croyez-vous, alors je crois connaître votre réponse déjà, mais c'est histoire d'animer un petit peu le débat, croyez-vous que la démocratie soit au bout de la vérité et que la vérité soit au bout des faits? Moi, je ne le pense pas. Je suis d'ailleurs très étonné que dans tous ces débats, on parle toujours de Trump. Et loin de moi l'idée de défendre Trump ou Bolsonaro ou les autres. Je pense néanmoins que c'est réversible, dans la mesure où on est dans un jeu de langage, un discours, vous l'avez dit indirectement, qui vient de la vérité, enfin qui vient de toute une tradition scientifique, philosophique, etc., qui produit tout et son contraire. Et je pense que la situation est réversible. Par contre, on ne parle jamais de la Chine. On a là une vérité. Moi, je suis un ancien léniniste, n'est-ce pas? Dans ma jeunesse, quand j'étais ado, j'ai lu tout Lénine, tout Marx, etc. Bon, j'étais dans la vérité. J'ai constaté que, en France en particulier, chez les intellectuels français tout spécialement, on a mis des années, et on n'en est pas sorti encore aujourd'hui, à couper le cordon ombilical avec cette vérité-là, quand bien même elle serait portée par Poutine aujourd'hui. Bon, donc, restons lucides. Il y a une certaine idée naïve de la vérité qui serait liée aux faits, comme si les faits donnaient eux-mêmes la vérité ou la réalité en tant que telle. Non, bien évidemment pas, et vous l'avez bien expliqué d'ailleurs, je pense. Pour ce qui est de la Chine, il y a là un véritable risque, beaucoup plus important, à mon avis, à moyen terme, disons à 10 ou 20 ans, beaucoup plus important que Poutine, le lapsus est intéressant, que Trump, hein, dans la mesure où là, on a vraiment affaire à une osmose entre une technologie de l'Internet qui est reprise maintenant par les Chinois avec énormément de brio, avec des moyens absolument considérables, et
une vision extrêmement classique de la vérité qui peut très bien marcher. Nous sommes dans l'anniversaire, je crois, même j'en suis sûr d'ailleurs, de la place Tiananmen, 89, nous sommes en 2019. Tiananmen reste en Chine un tabou total, totalement verrouillé. Que je sache, en France, aux États-Unis, en Europe, etc., les bullshit dont vous parliez, elles sont immédiatement démenties, elles font l'objet de débats. Ce n'est pas le cas en Chine. Et les intellectuels chinois, aujourd'hui, après, dans certains cas, s'être battus pour Tiananmen, moi j'en ai connu personnellement, aujourd'hui se taisent et sont assez contents de voir se construire une société qui finalement semble bien marcher au fond, alors qu'en réalité, elle va très certainement dans le mur, dans la mesure où elle est verrouillée sur un certain concept de vérité, justement. Donc voilà, je voulais simplement vous faire part de mon étonnement sur cet acharnement que je comprends, qui est gentil contre Trump, etc., alors que le sujet n'est pas là. Il est au niveau mondial, il est ailleurs. D'ailleurs, Le Monde, aujourd'hui, je n'ai pas encore lu l'article sur ce thème. Le risque idéologique, etc., c'est la Chine dans 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas si je suis clair, mais parce qu'il y a derrière une dimension philosophique. Vous n'avez pas parlé de Thomas Kuhn, vous n'avez pas parlé de tout le courant d'épistémologie américaine des années 70. D'où vient la notion de post-vérité? Cette notion de post-vérité, à l'origine, était, à mon avis, très positive. Il s'agissait de mettre en cause une idée un peu grossière de la vérité. Bon, voilà. Donc, moi, j'adhère personnellement à ça. Je pense que tout est relativement relatif et qu'il ne faut pas confondre vérité et rationalité. On peut être relativiste, ce qui est mon cas. Je pense que les choses sont relatives. Il n'y a pas de vérité absolue. Et néanmoins être rationnel. Et pour moi, la démocratie, c'est la rationalité. Enfin, la rationalité plus l'affect, effectivement. C'est-à-dire le désir de discuter, d'échanger, de tomber d'accord un tant soit peu, pas à 100%, mais de tomber d'accord un tant soit peu, de manière à vivre ensemble, tout simplement. La politique, c'est effectivement pas une question de vérité, c'est une question de tomber d'accord pour vivre ensemble. Bon, les intellectuels occidentaux je trouve lamentable, et je termine, je trouve lamentable que toute la réflexion philosophique des intellectuels occidentaux aboutisse aujourd'hui uniquement à la question des faits, des fact-checking. Je trouve ça philosophiquement lamentable. La question de la vérité est beaucoup plus complexe que ça. Je ne sais pas si je suis clair. Non, mais je pense que c'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup. Et ben pour le coup, il est 17h14, donc merci à tous. Et on va de toute façon se croiser sur le lieu. Et bonne journée. Merci. Oui. Pour ceux que ça intéresse, il y a une performance dans la nef juste à côté avec Camille de Toledo qui s'appelle Les Témoins du Futur. Donc on va se téléporter en 2050 dans une Europe qui a voté une loi d'émancipation de la nature où les lacs, les rivières, les forêts, les montagnes, les océans, les glaciers ont désormais le droit de voter et peuvent porter plainte devant les tribunaux. Donc on va explorer cette Europe de 2050. Si ça vous intéresse, c'est juste là-bas.